chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un bonheur de vous accueillir ce soir à l'occasion de la soirée de clôture de notre ciné-club Univers Convergent. Oui, on peut, absolument, un tonnerre d'applaudissements. Alors, cette soirée va être flamboyante. Elle nous est concoctée par Quentin Lazarotto. Et alors là, je demande une ovation pour Quentin. Une ovation. Quentin Lazarotto qui, pendant de très nombreuses années, a programmé, coordonné ce magnifique ciné-club, tout en réalisant lui-même des films non moins magnifiques. Cette soirée flamboyante va être illustrée par un film où il y a des boules de feu qui passent dans le ciel, et ces boules de feu sont filmées par Werner Herzog, que Quentin connaît bien, car il est allé tourner avec lui dans la jungle amazonienne, et Clive Oppenheimer. Et après, on va continuer avec un parterre de scientifiques non moins flamboyants. Je vais laisser Quentin les présenter, et moi, je m'en suis gardé 2 pour moi. Et je viens au milieu. Donc, Sylvie Benzoni, directrice de l'Institut Henri Poincaré, qui nous accueille donc dans le cadre de ce ciné-club. Sylvie Benzoni, donc vraiment, on l'applaudit. Sylvie, tu es arrivée à la tête de l'Institut Henri Poincaré et Quentin t'a proposé ce projet un peu fou de ciné-club et tu as été absolument enthousiaste et nous avons organisé ensemble de nombreuses projections magnifiques où science et société se sont rencontrées. On a vu des films extraordinaires prolongés par des débats avec des scientifiques, des auteurs de science-fiction. On a vu tellement de gens, c'était absolument formidable. On a fait vraiment dialoguer l'ensemble de la société. On a fait sortir les mathématiques et la science de l'université pour l'accompagner au cinéma. Et à l'origine de ce projet, il y avait Jean-Philippe Uzan, qui était... Oui, Jean-Philippe Uzan. Oui. Jean-Philippe Uzan, tu étais directeur adjoint de l'IHP aux côtés de Cédric Villani et tu as concocté ce projet de ciné-club avec Quentin et tu as programmé ce ciné-club pendant de nombreuses années. Alors, Jean-Philippe, alors toi, tu es mathématicienne, Sylvie, j'aurais dû commencer par ça. Et toi, Jean-Philippe, tu es astrophysicien. Et tu es astrophysicien et tu as l'habitude de nous parler de façon incroyable de tout ce qui se passe dans le ciel, et tu nous en parles aussi sur scène, car Jean-Philippe est quand même le seul astrophysicien de mes connaissances qui soit également poète et comédien. C'est une personnalité extraordinaire. Moi, je dis un immense bravo à Jean-Philippe Uzan. Donc, bienvenue. Vraiment, c'est une grande joie de vous avoir ce soir. Et Sylvie, je te passe la parole. Merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y a une émotion dans l'air ce soir, j'ai l'impression, pour différentes raisons. Le film, comme l'a présenté Isabelle, c'est un film assez extraordinaire par un réalisateur que chérit Quentin, et qui parle d'un sujet aussi qui lui plaît beaucoup. Donc c'est déjà rien que par le film, par le fait qu'effectivement on close cette série de ciné-club, qu'on va voir à partir de l'année prochaine ce qu'on va faire. On a quand même le grand projet d'ouvrir enfin cette maison Poincaré dont on parle depuis maintenant de nombreuses années. Voilà, au début, on disait maison des mathématiques, mais c'est aussi, maison des mathématiques, c'est l'institut dans son ensemble, et la maison Poincaré, c'est vraiment le nom de l'espace ouvert au public, pour lequel on a préparé une exposition permanente dans laquelle j'espère vous voir nombreuses et nombreux.
Et puis effectivement, beaucoup d'émotions, parce que Quentin anime ce soir sa dernière séance de ciné-club. Il part vers d'autres horizons et en plus devant un certain nombre de personnes de l'équipe de l'Institut et puis beaucoup d'habitués, je pense, dans la salle de ce ciné-club. Donc je vous propose de lui faire peut-être une nouvelle ovation. C'était un vrai plaisir de reprendre le flambeau de ce ciné-club initié par Jean-Philippe. Et bon, je passe la parole à Jean-Philippe. Merci beaucoup Sylvie. Merci Isabelle pour toutes ces années. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure à la fin pour vous raconter un petit peu ce ciné-club. On a un film de Herzog. Alors on va discuter, on va ergoter Quentin et moi pour savoir quel était le premier film du ciné-club. Oui. Et là, vous allez voir, en période électorale, c'est très important. Moi, je vais argumenter que c'était aussi un film de Herzog. Qui était là au mois de juin 2013 pour voir Au-delà de l'infini de Herzog? C'est bien. Il y a eu pas mal de renouvellement, donc c'est super. Et je vous expliquerai comment ce film a été reçu en interne, en externe, en interne. Tout ça, c'était très intéressant. Et pourquoi on avait ça? Pourquoi un ciné-club? Comment un ciné-club dans un institut scientifique? C'est pas quelque chose d'évident. Et ce que je suis content, c'est que ça a continué. Je veux dire, on a quitté l'Institut en juin 2017. Donc, il y a eu 4 années qui sont passées, 3 et demi. Et, non, 4. Et donc, ça a repris, ça a continué malgré tous les problèmes de l'époque. Et ça, je trouve que c'est bien parce qu'on oublie un petit peu, on a tendance à toujours mettre les gens en avant, mais quand on travaille pour le système public, on est détenteur d'une fonction et on fait sa fonction, on fait des trucs, on innove, chacun amène sa petite pierre. Mais ça doit continuer. Et c'est vrai que tu parlais de tous les gens qui travaillaient pour l'Institut. Et là où je suis content, c'est qu'il y a plein de nouvelles têtes de gens qui n'étaient pas là à mon époque. Et puis il y a aussi des gens qui sont partis dans d'autres horizons pendant la période et qui sont là aussi aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une belle façon de finir et de rappeler un petit peu toute cette histoire de l'Institut. Donc je vous rappellerai ça un petit peu tout à l'heure. Et Quentin, je te laisse la parole pour la fin. Ah, tu veux le micro? Attends, il y en a un deuxième. Merci Jean-Philippe, merci Sylvie, merci Isabelle. Je pense que moi je vais appeler à ce qu'on vous appelle vous tous les trois, on vous applaudisse vous tous les trois. Parce que c'est vrai que ce ciné-club, il faut aussi le défendre, il faut aussi le financer et il faut l'accueillir. Donc l'accueil par Isabelle, c'est quand même une salle assez incroyable. La tenue du ciné-club, la reprise par Sylvie et la création par Jean-Philippe, c'est effectivement sans vous, ce ciné-club n'existerait pas. Et c'est vrai que cette dernière séance coïncide avec mon départ de l'Institut. C'était pas prévu comme ça. On devait clôturer puis lancer quelque chose de nouveau. Mais bon, le Covid est passé par là et on a eu 1 an d'interruption. Mais je remercie Sylvie d'avoir proposé de faire quand même une clôture, même si ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de séance quasiment. Et alors, mon rôle habituel, c'est de présenter les intervenants. Et donc, nous avons avec nous ce soir Brigitte Zanda. On peut l'applaudir. Brigitte, elle était là à la vraie première séance du ciné. Qui était en fin 2012, voilà. Et donc Brigitte, elle est fidèle du ciné-club et elle me dit, elle est spécialiste des météorites au Muséum et à Sorbonne Université. Elle est aussi présidente de la prestigieuse Meteoritical Society, la Société internationale des météorites. Et elle me dit tout le temps, quand est-ce que tu passes un film sur les météorites, Et je dis, ouais, prochaine saison. Et il a fallu qu'elle attende la dernière. Pour avoir les météorites. Mais merci Brigitte d'être là, ça me fait très plaisir. Et nous avons aussi Sylvain Boulet, qu'on peut applaudir. Sylvain est planétologue à Géosciences Paris-Saclay. Et sa spécialité, entre autres, ce sont les impacts. Donc on aura Brigitte pour parler des objets avant qu'ils les impactent, et puis Sylvain une fois qu'ils sont tombés. Donc c'est parfait, ce soir on a le panel parfait. Nous devions avoir Alissa Adagi, qui est, alors elle est officier de protection planétaire et chargée de cours à Harvard. Malheureusement, elle s'est cassée la cheville hier. Et donc, nous lui avons envoyé tous nos bons vœux et elle vous envoie les siens, mais elle n'a pas pu être parmi nous ce soir.
Alors, séance de clôture un peu particulière dans l'organisation. En fait, on aura le décryptage scientifique du film, comme d'habitude, avec Brigitte et Sylvain. On se limitera à 20-25 minutes. Et ensuite, nous renouerons avec une ancienne pratique que nous avons fait pendant 1 ou 2 saisons, qui était à la fois adorée et redoutée. C'est la fameuse équation du soir. Voilà, j'entends, ça tremble. Et c'est, attention, Sylvie Benzoni qui va nous proposer une équation ce soir, en lien, vous verrez, avec les impacts. Voilà. Et puis, nous clôturerons avec un mot de clôture de notre ami Jean-Philippe Usan. Un dernier petit mot sur le film avant de le lancer. Fireball, c'est le dernier film réalisé par Werner Herzog, qui est sorti fin 2020 et qui est sorti sur les plateformes, un endroit qui n'existe pas quand on est dans des salles de cinéma. Mais du coup, on a eu la chance exceptionnelle de le voir en salle, puisqu'il n'est jamais sorti au cinéma. C'est sa seule projection au cinéma en France. Et on peut remercier en fait Werner et sa productrice qui sont intervenus pour qu'on puisse le projeter. Et notamment l'idée d'avoir un décryptage scientifique derrière l'a beaucoup motivé pour nous permettre d'obtenir ce film. Il l'a co-réalisé avec Clive Oppenheimer, qui est géologue à l'université de Cambridge, avec qui il avait déjà réalisé un de ses précédents films, Into the Inferno, qui est un film magnifique sur les volcans, produit lui par Netflix, un autre endroit qui n'existe pas. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente projection, mais juste avant, nous avons une toute petite surprise. Alors, je voulais juste, Quentin, vous mettre d'accord tous les deux quand tu as parlé de vraies séances du Ciné-Club. En fait, la vraie histoire, c'est qu'au départ, vous avez l'IHP a décidé, donc Quentin m'a contacté pour me proposer ce que vous aviez décidé avec Cédric, c'est-à-dire de diffuser un film sur Alan Turing. Et ce projet vous tenait vraiment à cœur. Et je vous rappelle qu'à l'époque, donc nous étions fin 2012, il n'y avait aucun film existant sur Alan Turing. 2012. Là, on avait en film de cinéma avec visa, non. Donc là, on a diffusé un film de la BBC, c'est-à-dire un film sans visa. Et donc, ton combat a commencé là, Quentin. C'est quand même, nous sommes dans une salle de cinéma, il faut des films avec visa. Quand on n'en a pas, ça veut dire des négociations sans fin, etc. Bref, t'as mené ça avec brio et nous avons pu projeter ce film qui est magnifique, qui est certainement l'un des plus beaux documents qui était réalisé sur Alan Turing, et c'est par le prisme de sa psychothérapie. Enfin, c'est un très très beau film. Et là, donc, vous avez lancé des inscriptions et nous avons eu 500 demandes. 500 demandes. À l'époque, on aura les chiffres après. Ouais, bon, ok. Et ensuite, un deuxième, et devant cet afflux de demandes renouvelées, du coup, l'idée d'un ciné-club est née en disant, on va pas quand même parler à chaque séance d'Alan Turing, on va ouvrir. Et après, on est passé à Werner Herzog. C'est ça. Très bien résumé. Ouais. Merci, Isabelle. Donc nous avons une petite surprise et je crois qu'il faut que Nathan bascule le son sur l'ordi. Donc c'est bon, j'entends aussi. My name is Werner Herzog. I'm the director of Fireball. That's the last film that you will see this year in the series of films on science. Fireball was done with Clive Oppenheimer, a volcanologist, and we are a very good match together. And of course it has science in it, but there's one thing that I should emphasize. The film is about the joy of filmmaking, the joy of images, the joy of telling stories. That's the key of it. And I wish you all the best for Christmas and for the New Year. Throughout history, meteorites have captivated human imagination. Each one of these stones from darker worlds has its own story. And the bigger ones have changed entire landscapes. They also have left a deep impact on cultures. Our voyage took us to wherever large fireballs had plunged down to Earth.
It's a very special place for us. That's where we feel the presence of our ancestors. How might the church react if NASA detects a really threatening object hurtling towards us? I'll be honest, we'll pray. What else can you do? Every element in our body was synthesized in other stars before it got here. So yeah, we're all stardust. Meteorites have meaning. The task of humanity is to interpret what that meaning is. When a loved one departs this life to the next, the transition is done through this star. We do not know what in the future is coming at us. Untold numbers of these voyagers from afar are still on their way. In Hindu mythology, there is this idea of cycles of creation and destruction of the universe. A meteor impact can wipe out life, but also deliver the seeds of life. Déjà, si vous pouvez lever un peu les bras en l'air, on va prendre une photo pour Werner, d'accord? Allez, allez, voilà, regardez-moi ça, c'est joli. Parfait. Une deuxième au passage. Merci, je l'enverrai. Bien, alors on va commencer par décryptage. Bon, c'est dense, hein. C'est dense comme film, on va pas tout traiter, mais peut-être déjà, pour commencer, juste un commentaire, Brigitte, sur ce film qui enfin parle des météorites. D'abord, c'est difficile de prendre la parole après ce film. Ça demande un petit moment de silence, je pense. Je pense que Werner Herzog nous a donné la clé au départ. En fait, c'est pas un documentaire. Faut pas le prendre comme un documentaire parce que ça traite pas vraiment de notre science. Un petit peu, mais c'est plutôt comment la science ça peut faire rêver et comment on peut aller dans des tas d'endroits. Oui, dans des tas de choses, il y a un parti pris en fait de nous montrer les trucs qui sont les plus extrêmes, et il y a assez peu de choses qui sont réellement sur notre discipline, un petit peu, mais c'est pas le centre du propos en fait. Il s'agit plutôt de traiter un peu de science, un peu de croyance autour de ces objets-là, et de réunir les deux. Parce qu'il y a quand même enfin, la fin d'ailleurs, hein, typiquement, c'est les croyances sur les étoiles filantes, c'est pas du tout, mais c'est pas gênant, il faut juste pas le prendre avec l'idée, c'est un documentaire. Parce que là, on n'est pas, enfin, c'est pas super confortable. Après, bon, il est quand même allé dans les endroits principaux, par exemple, Arizona State University, bon, voilà, c'est assez rigolo d'ailleurs parce que Meenakshi, Minnie, c'est l'ancienne présidente de la Mathematical Society. Maintenant, en ce moment, c'est moi. Et Guy Consolmagno, il se trouve que c'est le futur président pressenti pour dans 4 ans. Alors, vous allez croire qu'on n'est que 4 dans la Mathematical. C'est pas vrai. Il y a à peu près 1 millier de personnes. C'est quand même assez rigolo qu'on trouve ces 3 personnes réunies ici. Voilà, mais sinon, je pense que vraiment c'est ça qui est important. Et en plus, il faut quand même dire que Clive Oppenheimer, c'est pas quelqu'un de notre communauté, c'est un géologue. Donc dans notre communauté, c'est une communauté qui est pas très grosse. Hein, il y a à peu près 1000 personnes dans la société internationale. C'est une communauté carrefour en fait où il y a des gens qui viennent de la géologie, de la chimie, de l'astro, mais en fait aucune de ces aucune de que ce soit les géologues ou les astronomes, ils ont l'impression qu'ils connaissent, c'est pas vrai. C'est vraiment un truc très très spécifique et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été traité de manière un petit peu périphérique. Le sujet, c'est un choix d'aller dans plein d'endroits. Voilà, bon, c'est un très beau film. Après, on va pas rentrer dans un immense détail. Je sais pas, tu veux que je parle toute seule ou tu veux que je laisse Sylvain parler? Non, elle voulait dire, est-ce qu'elle parlait directement de météorites ou pas? C'est ça que tu voulais dire? Tu voulais dire, est-ce que tu parles déjà de météorites ou pas? Oui, c'était ça la question. Voilà, c'était ça la question. Non, en fait, bon, moi j'ai passé un beau voyage, effectivement, voilà. Je pense que il y a des très belles images. Ce que je retiens, et c'est vrai que c'est pas toujours traité avec cet axe-là, c'est que il raconte une histoire quand même et compare quand même de la surveillance des corps dans le système solaire, avec notamment Pan-STARRS,
on parle d'étoiles filantes, on parle de comètes, on parle d'astéroïdes, on parle de bolides, on parle de cratères. Donc c'est vraiment une histoire vraiment du petit corps au cratère d'impact, en passant par toutes les tailles donc c'est effectivement, comme le dit Brigitte, c'est pas un film scientifique, il y a plein de choses où on se dirait il pourrait raconter ça serait quand même intéressant, mais voilà, c'est plutôt une histoire. Je pense que vous ressortez quand même avec une vision assez globale intéressante, c'est-à-dire que on voit bien quand même le côté pluridisciplinaire quand même de toutes ces sciences, c'est-à-dire que on a vu les astronomes, on a vu les géologues, c'est une histoire, c'est des gens qui finalement se relient les uns aux autres, qui travaillent pas forcément ensemble, mais qui ont quand même toute cette thématique globale. On a parlé un peu de spatial aussi avec Hayabusa, et on voit que quand même la communauté, elle est très grande quand même, elle est très grande tout en étant avec peu de personnes, mais quand même elle est très grande dans le sens au nombre de thématiques. En fait, il existe vraiment des spécialités, vous voyez, dans cette histoire, et tous les scientifiques que vous voyez, ils vont travailler vraiment sur des points très spécifiques de l'histoire, que ça soit sur l'étude des particules qui sont ramenées par Hayabusa, que ça soit la détection elle-même des petits corps avec le télescope Pan-STARRS, et ça fait un métier à part entière. Et puis ainsi de suite, vous avez finalement des micro-tâches qui sont, et vous voyez que personne ne fait tout en fait globalement, c'est vraiment des micro-spécialités, et c'est ce qui caractérise évidemment une partie de la science, mais c'est tout particulièrement cette science. Et c'est vrai que pour ma part, moi j'ai la chance de faire partie de différentes communautés, et c'est vrai que par exemple la communauté des cratères d'impact, ça reste quand même une communauté qui travaille très fermée sur eux-mêmes, et qui travaille très peu avec les gens qui vont aller rechercher des météorites en Antarctique donc c'est intéressant de faire cette relation de tous ces corps de métier finalement, de l'astronomie à la géologie. Je vous rassure, je pense que pour nous c'était très scientifique comme film quand même, parce qu'il y a des séquences, il n'y a pas beaucoup de films où on prend des météorites comme ça et qu'on donne la composition chimique, etc. Peut-être un mot sur ces fabuleuses collections. Je sais que toi tu as géré pendant un temps celle du muséum. Oui, non mais je reviens juste, je vais en parler après, mais ce que je voulais dire par exemple, on a une approche un peu de biais quand on va dans le cratère dont on n'est même pas sûr, d'ailleurs t'en parleras un petit peu, le cratère en Inde dont on n'est même pas sûr que ce soit un cratère d'impact, on voit quelqu'un qui est en fait une géochimiste, et elle va parler de l'origine de la vie, mais elle dit pas les trucs les plus importants. Alors les trucs les plus importants, c'est effectivement, il y a des acides aminés dans les météorites, mais il y a 70 acides aminés, dans la vie il y en a que 20. Et puis il y a toutes les histoires de chiralité sur les orientations des molécules, et ça on n'en parle pas du tout. Et moi c'est la première chose dont je vais parler si je parle de ça, si je parle de l'origine de la vie et du lien avec les météorites. Je vais pas dire oui, la vie elle s'est développée à la surface des minéraux, peut-être il y a des réactions qui se font. C'est vrai, mais c'est vraiment un truc du second ordre. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Après ça reste intéressant, mais pour moi c'est prendre les choses par vraiment l'extérieur et non pas de l'intérieur. Voilà. Après, effectivement, quand on va à la collection d'Arizona State University, c'est une très belle collection, elle est très bien présentée, c'est très intéressant. Et comment elles se sont constituées, ces collections? Est-ce que c'est uniquement de la recherche scientifique? Est-ce que c'est de la collection d'amateurs? Comment ça s'est fait? D'abord, la première qui soit tombée, qui a été conservée au monde, en fait, non, parce qu'il y en a une dans un temple au Japon, mais la première, c'est celle d'Ensisheim, 1492, c'est une des premières collections qui a été, une des premières météorites qui a été collectée, la première en Europe qui a été conservée. Donc pendant très longtemps, les gens ramassaient ça, ils gardaient ça, c'était un prodige, on gardait ça. Mais à partir du 19e siècle, en fait, vraiment au tournant du 18e au 19e siècle, on a su ce que c'était et on a constitué des collections historiques. C'est le cas de la collection du muséum. C'est tous les objets qui sont tombés récemment, puis après des choses qu'on est allé chercher dans les déserts, en Antarctique, on n'en a pas au muséum. Pour la collection de Arizona State, ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un amateur qui a commencé, qui est un des pères fondateurs de la Meteorological Society, qui a été fondée en 1933 à Chicago. Et c'était vraiment un amateur, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que c'est quelque chose qui reste important. Et je ne sais pas si on peut voir les images, là. On attend l'image. Ok, on les montrera après. On a envoyé des messages pour avoir l'image, mais elle n'arrive pas. Ce qui était intéressant, en fait, quand on a vu John Larsen, là, c'est vraiment un amateur. Et
il y a les photos qui montrent qui sont vraiment des très belles photos. Et c'est vrai que lui et le géologue, ils ont développé une méthode pour faire des photos absolument extraordinaires de ces objets. Et dans le film, ce que dit Werner Herzog, il parle de citizen science. Et dans la traduction, le mot citizen
l'étude de l'impactisme a commencé dans les années 60, c'est-à-dire que le premier cratère d'impact, on va dire identifié comme tel, c'est Météor cratère en 1904, mais on ne comprenait pas du tout la science de l'impactisme qui existait. C'est la première fois qu'on a vu un trou et des météorites à côté. On s'est dit qu'il y a une relation entre les météorites et le trou, mais on ne comprenait pas du tout les processus physiques qu'il y avait derrière l'impactisme. Hein. Comme il le dit dans le film, c'est que la majorité du temps, c'est quand on trouve un cratère d'impact, on ne trouve pas de météorites associées. Parce qu'effectivement, quand vous avez un objet qui arrive à 15 km/s, eh bien, l'objet est entièrement vaporisé. Donc ça, vous voyez que là, ici, dans le cratère de Wolf Creek, il dit qu'il y a quelques petits morceaux. Pour les cratères de kilométriques, on va dire, effectivement, c'est pas rare de trouver quelques morceaux aux alentours. Pour des gros cratères, comme c'est le cas de Chicxulub, eh bien là, on ne retrouve pas du tout des fragments de météorites associés à cette chute. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est que c'est une science quand même récente, vraiment qui a commencé à prendre son essor dans les années 60, quand on a compris qu'il existait des corps qui passaient pas loin de la Terre et qui pouvaient rentrer en collision avec la Terre. Avant les années 50, le nombre d'astéroïdes géocroiseurs était très très faible en fait, et on n'imaginait pas que, notamment sur la Lune, que tous les trous qu'on voyait sur la Lune pouvaient être le résultat de collisions. Et donc ça, c'est vrai que ça a mis du temps et il a fallu à la fois justement cette double science de découvrir des astéroïdes géocroiseurs et comprendre ce que c'était un cratère d'impact pour véritablement comprendre l'enjeu qu'il y avait sur les collisions, etc. Et donc ça c'est quand même un clin d'œil. C'est étonnant je rejoins un peu Brigitte tout à l'heure quand elle disait ils disent des choses auxquelles on penserait peut-être en dernier. Et par exemple sur le cratère indien, on parle premièrement, on dit pas ce cratère officiellement il est pas dans la base de données de cratère d'impact. Donc ça c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on le vend comme un cratère, comme si c'était acquis. Et pourtant, il est encore très très discuté. Il y a une liste de 190, 200 cratères selon les sources, mais 200 cratères qui ont été validés. Celui-ci fait partie des peut-être. On sait pas bien. Il faut bien réaliser que c'est une science, alors je vais pas dire au doigt mouillé, mais c'est très compliqué de valider un cratère d'impact parce que il faut de temps en temps ça se joue à un grain qui montre que effectivement la roche a été choquée, on va trouver des minéraux qui vraiment démontrent que c'est un cratère d'impact. Et c'est très compliqué de valider un cratère d'impact. Donc Ramargue est dans ce cas-là, c'est-à-dire que il y a certainement eu des éléments qui ont été apportés et qui ne font pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Finalement, c'est comme les apparitions mariales, en fait. C'est ça, c'est exactement. Et alors, il parle de Tunguska. À un moment donné, on voit des archives avec des arbres décimés. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire qui fait un peu rêver beaucoup la science-fiction, notamment? Ça fait partie je vais pas le mettre à la même hauteur que Ramargue, mais presque, c'est-à-dire que c'est un phénomène où on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on sait pas quoi. C'est-à-dire que on parle non, on n'a pas, on dit beaucoup de choses quand même dans la littérature, on dit tout et son contraire quand même sur c'est un astéroïde, c'est une comète, ça s'est fragmenté à telle altitude, etc. Parce que effectivement on n'a pas retrouvé d'éléments quand même sur le terrain à part ce souffle qui a effectivement ravagé toute une région, mais sur l'origine même de l'impacteur et sur ce qui s'est passé ce jour de 1908, en fait il reste quand même une énorme incertitude et ça ça fait partie du mystère effectivement et de ce qu'on imagine. Mais c'est les limites de la science sur des phénomènes qui sont quand même très récents parce que c'était il y a un siècle et finalement on est incapable de décrire réellement ce qui s'est passé, quoi. J'ajoute un truc, c'est que c'est dans un endroit totalement inaccessible en fait et qu'il a fallu presque 30 ans pour qu'on aille sur place, 21 ans avant qu'on envoie une expédition sur place quand même. On est en Sibérie, c'est ça? C'est ça. On est en Sibérie, mais ça empêche que on a vu les images de ces arbres couchés, mais quand même géologiquement parlant, on n'a pas de traces véritablement convaincantes. Donc c'est quand même assez étonnant de se dire qu'il y a eu un truc quand même majeur qui s'est passé il y a un siècle et que finalement on est incapable de retracer l'événement. Et à propos de ces impacts, avant de passer à l'étude des vagues que cela peut créer, on peut un petit mot sur Pan-STARRS et les risques qu'on court, même si Alissa aurait été la bonne personne pour en parler, mais peut-être vous pouvez en dire un petit mot. On l'a vu dans ce film, c'est intéressant parce que voilà une équipe de recherche qui essaye
surveiller le ciel. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est heureusement, c'est quand même pas le seul télescope, c'est pas la seule sentinelle sur Terre pour surveiller tout le ciel. Donc ça, heureusement. Mais par exemple, un télescope comme là est loin de couvrir tout le ciel en permanence. Et donc effectivement, même s'il y a de plus en plus de moyens dans la surveillance du ciel, on en rate quand même énormément, et notamment dans les petites tailles. C'est-à-dire que certes, on connaît très bien tous les corps, à peu près tous les corps de plus d'1 kilomètre de diamètre, mais on est loin encore de bien couvrir tous les corps qui vont être au-delà autour de la centaine de mètres de diamètre. Et ça parce que c'est difficile de les voir, parce qu'ils sont petits, parce qu'on va les détecter peut-être au dernier moment. C'est très rare d'avoir. On a eu 3 cas, je crois, où globalement on a vu l'objet arriver et on a été en mesure de dire tiens, il allait rentrer en collision avec la Terre, et de calculer le point d'impact. Donc un des plus connus, c'est l'astéroïde qui s'appelle 2008 TC3, qui a été vu 19 heures avant la collision en fait sur Terre. C'est un objet qui faisait à peu près 5 mètres de diamètre, et donc un peu comme ce télescope-là, en fait, ils l'ont vu arriver 19 heures avant. Ils sont un peu excités en se disant là, il va y avoir une collision. Ils ont calculé le point d'impact, et puis effectivement, le phénomène a été observé sur Terre. On a vu le bolide, et la météorite a été retrouvée au Soudan après effectivement un calcul de l'impact. Donc ça, c'est quand même, ça arrive, c'est quand même rare. Oui, ce qui est quand même important à dire, c'est que les gros objets, il y en a peu, et c'est ceux qu'on connaît relativement bien, et on sait qu'à l'horizon de 10, 20, 30, même plus, quelques centaines d'années, il n'y a pas un de ces gros objets qu'on n'aurait pas repéré qui va nous tomber dessus. Après, on a dans la salle quelqu'un qui est spécialiste de l'évolution du système solaire, et on sait bien qu'à l'échelle de millions d'années, pour le coup, il peut y avoir des objets qui, pour le moment, ne nous menacent pas, qui tout d'un coup décident d'avoir des trajectoires différentes. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas menacé par des très gros objets, parce que c'est ceux-là qui vont faire un objet comme Chicxulub. C'était un objet qui faisait 5 à 10 km de diamètre. Les objets de 5 à 10 km de diamètre, en tout cas les astéroïdes, on les connaît à peu près tous. C'est pour ça que le film Deep Impact, là, il est vraiment intéressant, parce qu'il parle d'une comète. Et alors là, autant les astéroïdes, on les connaît, on les surveille, les comètes, il peut y avoir des objets qui viennent de très très loin, qu'on n'a pas repérés, et qu'on va voir relativement peu de temps avant. Et là, ça pose un vrai problème, parce que pour pouvoir, comme elle nous explique, désintégrer un objet, ou le pousser, ou quelque chose comme ça, là, il faut quand même du temps. Il faut du temps pour s'organiser, pour envoyer une mission. C'est des années qu'il faut. C'est pas, et c'est pas clair qu'on va voir l'objet suffisamment longtemps avant pour pouvoir faire quelque chose. Et ce film, de ce point de vue-là, Deep Impact, je trouve qu'il est assez réaliste, il est assez bien fait, justement parce que c'est d'une comète qui parle. Et puis tout, on va passer la parole justement à Sylvie sur le tsunami. Je trouve que c'est très bien réalisé, et on sait que ça s'est produit, en particulier avec Chicxulub. On a la preuve qu'il y a eu des tsunamis à l'époque. Donc ça, c'est complètement réaliste. Bien, merci à tous les deux. On posera les questions juste après, mais là, on va mettre un peu de mathématiques dans tout ça. Et c'est Sylvie, et on va l'applaudir parce que c'est pas facile comme exercice. Effectivement, l'idée était de présenter en quelques minutes une équation en donnant un petit peu ses paramètres et son fonctionnement, et de voir un petit peu comment les mathématiciens et les mathématiciennes travaillent. Alors, nous passons à la séquence l'équation du soir. Juste, je voudrais juste dire, parce que la question c'est est-ce qu'on a le temps d'aller dégommer la comète? Mais là, maintenant, ce que je vous pose comme question, c'est est-ce qu'on a le temps de courir devant le tsunami? Parce qu'effectivement, l'équation en question concerne la vitesse des vagues. Et alors, nous allons la découvrir. Attention, choc, retenez votre souffle. La voici. Elle est particulièrement jolie. Un peu comme dans Tous Anti-Covid. Alors Sylvie, c'est à toi. Merci. Bien. Donc j'ai la difficile tâche de vous parler un petit peu de maths après ces magnifiques images et ces choses poétiques. Et c'est alors une équation, ou plus exactement une formule, qui nous donne donc la vitesse des vagues. Vous voyez ici à gauche du signe égal, V. Et vous avez un certain nombre d'autres quantités dans cette formule. Donc la vitesse des vagues, en principe, c'est quelque chose qu'on mesure en, mettons, mètres par seconde. On a entendu parler tout à l'heure de vitesse en kilomètres par seconde. On a une racine carrée. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop peur des racines carrées. On a ici H qui correspond à la hauteur d'eau.
Alors en fait, la hauteur d'eau, c'est à la fois la hauteur des vagues et en fait la profondeur, toute la profondeur de l'océan et la vague par-dessus. Alors c'est quelque chose, donc on voit que la vitesse des vagues dépend de cette hauteur d'eau. On peut aussi se dire que quand on est en plein océan, la hauteur des vagues, qui est mettons de quelques mètres par rapport à la profondeur de l'océan qui fait 4000 mètres, elle est négligeable. Donc la vitesse des vagues, finalement, ça va être un peu partout pareil dans l'océan. Sauf que la formule est plus compliquée et qu'elle fait intervenir un autre paramètre qui est ici noté lambda. Alors bon, les scientifiques n'ont pas attendu l'OMS pour utiliser l'alphabet grec. Donc voilà. Donc ici vous avez lambda puis le pi que vous connaissez de la circonférence du cercle qui apparaît. Bon, il n'est pas colorié. Alors ce lambda, ça correspond à donc ce qu'on appelle la longueur d'onde. Bon, c'est un petit peu comment dire triché de représenter sur cette magnifique et célébrissime estampe japonaise. La longueur d'onde, grosso modo, si vous aviez une série de vagues bien régulières, c'est la distance entre deux bosses. Donc c'est ce que Quentin nous a montré sur cette estampe. Et voilà. Donc alors, j'ai pas encore tout décrit. Dans cette formule, donc il y a une racine carrée. Donc c'est la quantité qui est sous la racine carrée. Eh bien, pour obtenir la vitesse, il faut trouver le nombre v dont le carré est égal à ce qu'il y a sous la racine. Il y a pi. J'ai dit qu'il y avait pi. Bon, c'est juste comme ça. Dedans, il y a aussi quelque chose qui est noté g. Alors g, c'est si vous avez des souvenirs du lycée, c'est l'accélération de la gravité. Donc c'est une donnée sur Terre, en principe, c'est à peu près 10 mètres par seconde au carré. On va faire ça. On va essayer de faire un petit calcul simple pour justement se dire si on a le temps de courir. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, la séquence, elle est très rapide. C'est un extrait donc de Deep Impact, qui est un film antérieur à 2001, et donc il y a les tours jumelles dessus. Et les tours jumelles faisaient un peu plus de 400 mètres de haut, sauf erreur. Voilà, donc on va essayer de garder ça en tête pour savoir si on a le temps de courir devant le méga tsunami de 400 mètres de haut qui arrive. Et on a eu des vrais des méga tsunamis comme ça, il y a des glissements de terrain, sauf erreur, en Alaska, tout comme ça. Mais d'abord, il faut quand même que j'explique un dernier truc dans cette équation qui fait un peu peur. C'est le TANH. Donc bon, certaines ont sûrement déjà rencontré ça, mais c'est une fonction. Alors ça s'appelle la tangente hyperbolique. Donc ça fait un peu peur. Mais il faudrait pas avoir trop peur parce qu'en fait cette fonction elle est juste faite avec des exponentielles et maintenant je pense que depuis 2 ans tout le monde a un petit peu entendu parler d'exponentielles. Voilà. Donc il faut pas avoir trop peur de cette tangente hyperbolique. Et en particulier il y a un truc où il faut pas trop avoir peur, c'est si la hauteur là qui est en h est petite par rapport à. Il faut toujours comparer des choses comparables. Donc, si je dis que la hauteur est petite, ça veut rien dire. En revanche, si je dis que la hauteur est petite par rapport à lambda, qui est aussi une longueur, là, ça a un sens. Et dans ce cas-là, en fait, vous pouvez juste oublier la tangente hyperbolique. Parce que lorsque la quantité qui est dedans est petite, la tangente, elle se comporte exactement comme la quantité petite en question. Et donc, vous pouvez virer la tangente hyperbolique. Faut pas dire ça comme ça à des élèves, mais... Et vous voyez que il va y avoir des simplifications parce que le 2pi s'en va et puis le lambda aussi. Et en fait, on trouve juste racine carrée de GH. Donc c'est là où on va faire le petit calcul de tête. 400 mètres de haut fois l'accélération de la gravité qui vaut à peu près 10. Donc il faut prendre la racine carrée de 4000. Bon, ça serait plus facile avec 400. Ça fait combien la racine carrée de 400 ? Voilà, 20, exactement 20, pardon. Et maintenant, la racine carrée de 4000, on va faire un truc très approché qui dit que la racine carrée de 10, c'est à peu près 3. Ça nous donne un petit ordre de grandeur. Et donc, ça fait 60 mètres par seconde. 60 mètres par seconde. Pour avoir des kilomètres par heure, il faut multiplier encore par 3,6. Ça commence à faire un peu trop rapide pour courir. Voilà. Et ça, cette vitesse racine de GH, ça explique aussi le fait que, vous voyez sur cette belle estampe, la vague déferle. Bon, en pleine mer, je suis pas sûre, mais c'est plutôt au bord. Parce que, comme la vitesse dépend de la hauteur, si vous êtes auprès du bord, la vague
le haut de la vague avance plus vite que le bas de la vague, et donc ça a tendance à rattraper, ça a tendance à faire déferler. Et ça, cette formule, bon, je vais pas m'attendre, on va peut-être montrer maintenant la petite vidéo. Voilà. Donc on va vous montrer alors, peut-être je préviens avant de montrer. Comme il y a deux paramètres là-dedans, il y a lambda et h. Ce qu'on va vous montrer, c'est la vitesse en fonction de h pour certaines valeurs, différentes valeurs de lambda. D'accord? Donc des petites valeurs de lambda et des grandes valeurs de lambda. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la courbe noire. Et alors pourquoi elle monte? Parce qu'en fait, vous voyez que là-bas, lambda, le paramètre augmente et ça fait monter cette courbe. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi ça fait ça. Pourquoi il y a une courbe rouge et pourquoi il y a une droite horizontale. Alors, la courbe rouge, c'est celle que je viens de discuter, en fait. Quand on a le racine carrée de GH, eh bien, la courbe qui a H associé racine carrée de GH, bah, c'est juste une parabole. C'est cette parabole rouge que vous voyez. Et puis, la droite qui monte, là, c'est quelque chose que j'ai pas encore dit, c'est que la tangente hyperbolique, cette affreuse fonction, elle a le bon goût de s'approcher de 1 quand ce qu'il y a à l'intérieur devient très grand. Donc, si on se souvient qu'il y avait du h sur lambda, si h devient grand par rapport à lambda, tout à l'heure j'avais dit qu'il était petit, donc s'il est grand, en fait, la tangente hyperbolique, tout ce qu'il y a là, je peux remplacer juste par 1. Et donc, il reste juste quelque chose qui dépend pas de h et qui est proportionnel à la racine carrée de lambda. Donc ça, c'est la droite horizontale qui nous montre ce que ça donne si la hauteur h est grande devant la longueur d'onde. Et pourquoi j'avais proposé à Quentin de vous montrer ces courbes, c'est qu'aussi ça représente, donc vous voyez qu'il y a en fait, suivant ce qu'on regarde, si on est en eau peu profonde ou en eau profonde, on a des formules plus simples. Donc racine carrée de GH d'un côté et puis racine de G lambda sur 2pi. Et entre les deux, il y a quelque chose qui est cette courbe noire qui rejoint la courbe rouge, la parabole rouge, à la droite grise. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent en analyse, en tout cas ce que je pratique, c'est d'avoir des modèles simplifiés dans certains régimes de paramètres, donc ou peu profonde ou profonde, et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe entre les deux. Donc là, encore une fois, si la profondeur est faible, on est près de la courbe rouge, ça se voit assez bien, il me semble. Et si au contraire, la profondeur est grande par rapport à la longueur d'onde, on est plutôt près de la droite. Par exemple, si vous pensez, s'il y a des marins parmi vous, la houle, donc la houle a par définition une longueur d'onde plus grande que des vagues plus petites. Et elle va plus vite. Donc, quand il y a une tempête au large, on voit arriver sur la côte plus rapidement la houle que les vagues plus petites. Eh ben, merci Sylvie. Et juste parce que je trouve toujours ce langage très poétique, est-ce que tu peux juste nous la lire pour terminer? Ah, d'accord. Donc, je vais vous lire l'équation. Donc, V, la vitesse des vagues, dans ce modèle, est égale à la racine carrée de G lambda sur 2pi fois la tangente hyperbolique de 2pi h sur lambda. Merci Sylvie. Vous revenez? On va faire une petite séance de questions-réponses pour vous deux. Et éventuellement, si vous avez aussi des questions sur l'équation, Sylvie est là. Et puis ensuite, on donnera le dernier mot à Jean-Philippe pour la clôture. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y en a qui disent oui. On sentait bien que depuis tout à l'heure. Alors, il y a un micro normalement. Je voudrais d'abord revenir sur le film parce que moi, j'ai trouvé qu'il était très beau ce film dans la mesure où il représentait, il parlait bien de la joie de la découverte, la joie des scientifiques quand devant une découverte, que ce soit une découverte ancienne, on voyait les collectionneurs là de micrométéorites qui étaient encore irradiés de leur joie d'avoir fait ces découvertes, d'avoir eu un moment où ils savaient qu'ils étaient seuls au monde à avoir découvert cela aussi et puis pour l'exemple dans l'Antarctique, là, quand le Coréen découvre sa grosse météorite, alors je crois que c'est quand même important
de souligner ces moments et de les avoir représentés comme ça, de manière poétique, c'est bien. Et je vous ai trouvé un peu rabat-joie en disant, non, je suis d'accord avec toi, en fait. Là, ce qui compte, c'est de visser tel petit boulon dans tel coin. Je crois que non, je l'ai pas pris comme ça. Justement, non, mais... ce que je dis dès le départ, c'est pas un documentaire. Oui, justement, parce que je suis d'accord avec ça. Voilà. Et donc, à part ça, j'ai une question. Ah. En fait, une question ou une remarque, hein, c'est justement sur les impacts. Il faut rappeler, je pense que quand on recherche les gros météorites, les gros astéroïdes, si on voit qu'ils vont nous cogner, si c'est dans pas trop longtemps, ce sera totalement impossible de faire quoi que ce soit. Et donc, qu'il faudra le savoir très très longtemps à l'avance pour qu'une petite déviation puisse entraîner un écart de trajectoire. Et à ce moment-là, qui va décider de faire cette déviation? Parce qu'en fait, quand on fait cette déviation, on peut se tromper. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui une instance internationale qui est en mesure de décider de faire quelque chose ou pas? Non, d'abord, il n'y a pas d'instance internationale. On peut dévier une météorite qui n'irait pas cogner la Terre, et en la déviant, elle vient cogner la Terre. Alors, d'abord, il n'y a pas d'instance internationale pour décider de ça. Je pense qu'Alissa, c'est dommage qu'elle soit pas là, parce que c'était vraiment son sujet. Mais je voudrais quand même dire juste une chose. Il y a une mission qui va faire ça, là. Il y a la mission DART qui vient de partir, envoyée par les États-Unis, qui va faire exploser une charge à la surface d'un petit satellite d'un astéroïde, parce que justement c'est ça le truc, c'est que si on le dévie, il faudrait quand même pas dévier un truc qui n'est pas du tout vers nous pour l'envoyer sur nous. Et donc si le caillou est dévié, et si vraiment s'il tombe sur quelque chose, il tombera sur l'astéroïde dont il est le satellite. Et il y a une mission européenne qui va aller voir les dégâts faits après coup. Donc il y a deux agences, l'agence NASA et l'agence ESA qui collaborent là-dessus, mais je pense pas qu'on aille plus loin à l'heure actuelle. Déjà, on va tester, voir si on est capable de le faire. Une autre question. Bonjour, j'ai en collection des moldavites et du verre libique. Et je voulais savoir si vous connaissiez l'origine de l'impact, si on connaissait au moins pour les moldavites, si on avait une idée de l'impact. En fait, c'est pareil, le verre libique reste encore quelque chose de très énigmatique en fait. Donc on parle effectivement un petit peu comme ce qui s'est passé à la Tunguska, où quelque chose se serait effectivement fragmenté, un gros truc fragmenté au-dessus du désert qui aurait créé le verre libique, mais ça reste encore des choses quand même très énigmatiques. Donc on n'en sait pas plus. Enfin moi j'ai pas lu de publications récentes sur ce sujet. Alors sur la moldavite, c'est pas impossible que oui, le Riss Crater, ouais. Je sais plus sur les âges, mais si je crois que ça soit Steinheim et le Riss et les moldavites, mais la moldavite par rapport au verre libique, en fait la moldavite va être quand même reliée à du verre d'impact, ce qui est pas forcément le cas du verre libique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec les tectites, toutes ces tectites, il y a quelques champs de tectites connus au monde, ce qui est finalement très faible par rapport au nombre de cratères d'impact. Et effectivement, il y a la moldavite est reliée au Riss et au cratère Steinheim. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Des éléments, des matériaux qu'on ne trouve pas dans les météorites? Qu'on ne trouve pas ailleurs, absolument pas. Tout a été fait absolument en même temps dans le système solaire, et tous les objets qui nous heurtent à l'heure actuelle, c'est des objets qui proviennent du système solaire, donc qui sont faits à partir des mêmes éléments. La grosse différence, c'est que la Terre, elle a fondu peu de temps après sa formation, donc il y a un certain nombre d'éléments chimiques qui ont plutôt trouvé au centre de la Terre, le fer, l'or, un certain nombre d'éléments qui ont une affinité pour le métal, tandis que dans les météorites, il y en a qui n'ont pas fondu, donc on va trouver des éléments chimiques qui sont peu abondants sur Terre, qui vont être présents dans ces météorites. Mais sinon, tout a été fait en même temps, donc tout a la même composition. Ce qui pourrait être intéressant, c'est si on récoltait un objet comme moi. Pour le moment, on en a vu 3. Alors ça, c'est des objets qui viennent pas du système solaire. Alors, la probabilité qu'un objet comme ça heurte la Terre et tombe sur la Terre, elle est pas élevée, mais c'est pas complètement impossible. Là, on pourrait imaginer
d'avoir des éléments qu'on connaît pas sur la Terre. Après, il faut quand même se rendre compte qu'on est quand même très très contraint par le tableau de Mendeleïev. Hein. On n'a pas, mais les proportions pourraient être quand même beaucoup plus différentes. Une question, une dernière question, soyez pas timide. Non, bah vous avez été super clair en fait, il n'y a pas de question. Eh ben on peut vous applaudir, Brigitte, Sylvie et Sylvain. Merci à vous toi pour ce commentaire et on va passer le micro au grand Jean-Philippe Usan. Bon, merci. Bon, déjà, merci pour plein de choses. Va falloir que je dise merci pour plein de choses parce que ça a été une belle aventure, en fait, cette histoire. Donc, c'est vrai qu'on s'est un petit peu, on s'est dit quand est-ce que ça a commencé. C'est vrai qu'il y a eu cet épisode de Codebreaker. Vous aviez commencé juste avant que je sois nommé. Et juste après ma nomination, c'était juin 2013. En fait, Cédric m'a dit, on va faire un ciné-club. Et c'est vrai que j'avais pas pu aller aux deux Codebreaker parce que j'étais pas en France à l'époque. Et puis il m'a dit, choisis un film. Donc j'ai choisi le film qui était le Au-delà de l'infini de Werner Herzog. Je sais pas qui a vu ce film. Moi, c'est un film que j'adore. C'était l'époque où il faisait des faux documentaires à moitié fiction, avec beaucoup d'images voilà, c'est ça, de sous-marines et tout ça. C'était un film très long, très embêtant, avec des chants sardes. Mais c'était bien parce que, en fait, ça parlait du voyage interstellaire et c'était très long. D'accord? Donc, ceux qui ont traversé la Beauce en voiture voient quelque chose. Ceux qui ont traversé la Pampa en voiture voient une autre dimension. Vous multipliez encore par deux ordres ou 3 ordres de grandeur. Vous avez une idée de ce que c'est que d'aller d'une planète extérieure. Et surtout, il y avait un regard très intéressant sur ce que c'était que le savoir scientifique. Et ensuite, à partir de cette expérience où on avait reçu à la fois des mails de félicitations et des mails d'insultes, puisque ces chants sardes avaient énervé vraiment tout le monde. C'était un bon moyen de renouveler le spectatorat. Exactement, parce que ça, c'était une des obsessions de Quentin. Il vous montrera peut-être des statistiques, parce qu'il avait les emails, il voyait d'une fois sur l'autre qui revenait pas. Donc Quentin a fait beaucoup d'analyses de ce côté-là, mais à trop rester dans un institut de mathématiques, parfois on fait des choses. Et donc, à partir de cette expérience, qui avait été une très bonne expérience, est née l'idée de faire un ciné-club régulier. Et la question, c'est finalement comment on fait. Parce que comme beaucoup de choses qu'on a fait à l'époque, on a dit, on le fait, on y va. Et puis après, il a fallu le faire. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune compétence, à part le fait qu'on était cinéphile, qu'on discutait énormément avec Quentin, qui est aussi très cinéphile, Isabelle et Victor, avec qui on faisait régulièrement des discussions de programmation pour choisir les films. Avec des contraintes, il fallait que ces films, ça soit des bons films de cinéma, parce que ça, on est dans une vraie salle de cinéma. Il fallait que ces films soient variés en termes de style, en termes d'époque, et puis en termes de sujet. C'est-à-dire qu'on a un petit peu balayé tous les domaines de la science. On a parlé de science-fiction, bien sûr, parce que ça, c'était complètement inévitable. D'espace, parce que ça vient tout de suite à l'esprit. Mais on a parlé de propagation d'épidémies, on a parlé d'économie. On a parlé de neurosciences. En fait, on a parlé d'à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme type de science. Et ce qui était intéressant, c'est que dès le départ, ce ciné-club qu'on a appelé Univers Convergent, donc il y avait cette idée de convergence des regards, c'était de se dire, on va montrer un film et on va pas chercher à faire un décryptage, vous savez, tatillon de ce film. Il est bon, il est pas bon, là il a fait telle approximation. Ce genre de choses qu'on pourrait s'amuser à faire. D'ailleurs, c'est un jeu qu'on a beaucoup joué avec Roland Lehoux sur les Star Wars, que lui, en fait, il a créé toute une œuvre là-dessus qui est vraiment extraordinaire. Vous prenez un monde, vous l'observez de l'extérieur et vous vous posez la question de savoir quelles sont les lois de la nature qui régissent ce monde, un peu comme l'a fait Sylvie avec cette vague. On voit des images, on mesure sur les images, on a des tailles d'objets. On peut essayer d'évaluer un peu comment se passe cette physique sur le monde. Voilà, vous observez cette histoire. C'était pas le but. On voulait pas dire ce film est bon et mauvais parce que la science est mal représentée. C'était plutôt de se dire, on va avoir une façon de rentrer dans un questionnement sur qu'est-ce que c'est que le savoir scientifique. Comment le savoir scientifique s'articule avec d'autres savoirs. Et dans le film d'aujourd'hui, vous l'avez vu, on a parlé de météorites en tant qu'objet scientifique, on a parlé de géologie, on a parlé de chimie, mais aussi on a parlé de mythes, on a parlé de croyances. Et en fait, tous ces savoirs, tous ces discours sur le monde se superposent. Et dans notre vie de tous les jours, on peut pas, en fait, séparer toutes ces influences que l'on a. Elles sont toutes différentes pour chacun de nous. Il se trouve que nous, en tant que scientifiques, on délivre un certain savoir, un certain discours sur le monde. Et c'était de discuter, en fait, de la nature de ce savoir. Donc c'était ça qui nous a un petit peu motivés au départ. Et puis, dans le paysage, il y avait la création de cette maison des mathématiques. Il y avait déjà le projet de faire ce musée.
c'était pas encore accepté, il n'y avait pas les financements. Donc, un des objectifs, et on avait 2 ans pour trouver des financements. Et donc, il y avait 2 ans pour faire connaître l'Institut Henri Poincaré. Bon, il y avait un directeur qui passait à la télé, qui faisait des choses que tout le monde connaissait, mais c'était pas suffisant pour avoir des millions, vous savez. Donc, il y a eu un certain nombre de choses, et le Ciné-Club en a fait partie. Ça voulait dire faire venir dans un même endroit des gens et de créer, en fait, autour de l'Institut toute une, on va dire, un nuage de personnes qui auraient envie de faire des choses avec l'Institut parce qu'il y avait cette image d'ouverture, de croiser les regards. Et puis, il y a eu ce livre sur la maison des mathématiques qui a permis de faire comprendre ce que c'était qu'une maison dans laquelle on faisait des mathématiques, le lien des mathématiques avec la physique. Et vous l'avez vu là tout à l'heure, Sylvie, t'as fait de la physique, t'as pas fait des maths. Non, ça c'était notre petite dispute amicale avec Cédric quasiment tous les jours de savoir si c'était des maths ou si c'était autre chose. Et on voit la porosité entre les domaines, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui viennent de physique, de chimie. On en a eu des exemples, par exemple, avec les pavages de Penrose, les quasi-cristaux, qui vont passer d'une discipline à l'autre. Cette porosité est très importante. Et c'était quelque chose qu'on voulait vraiment faire vivre. On voulait montrer qu'il y avait une porosité entre le savoir académique, le savoir de la vie de tous les jours, et puis aussi le savoir nécessaire pour, dans les entreprises, de croiser tous ces mondes qui étaient un petit peu cloisonnés. Et comme vous le savez, si vous avez fait des études académiques, vous savez que tout ça est très cloisonné en disciplines. On fait des études de chimie, on fait des études de maths, on fait des études de sociologie. Ça a une histoire. C'était pas comme ça toujours dans l'histoire de l'humanité. Si vous étiez au 15e, au 16e siècle, c'était pas le cas. Les choses se sont cloisonnées à partir du 19e siècle. C'était très efficace parce que on est structuré en disciplines. Et en fait, on s'est rendu compte que le savoir, la pensée disciplinaire est très efficace, mais peu adapté à résoudre des problèmes très difficiles, comme actuellement les problèmes de la planète ou d'autres planètes. Donc, il y a bien sûr cette idée d'avoir de l'interdisciplinarité. Et en fait, on s'est dit non, il faut complètement décloisonner. Il faut pouvoir parler aussi bien de sociologie, de mathématiques, de physique, de chimie, de tout croiser, parce qu'en fait, il y a qu'un moment où on embrasse en fait l'ensemble du savoir et qu'on arrive à vous donner des éléments pour peser ce que vaut ce savoir. Parce que comme nous tous, vous êtes pas comme moi, nous tous, nous sommes avant tout des citoyens qui sommes baignés dans des informations continuelles qui ont des dimensions à la fois scientifiques et des dimensions qui sont pas scientifiques, qui sont en fait souvent de l'instrumentalisation de la science, donc une sorte d'idéologie, et on doit démêler tout ça pour choisir notre comportement. Et c'est un petit peu ça qu'on faisait dans des cas d'école. L'épisode sur c'était Contagion, c'est ça qu'on avait passé, avait été extraordinaire parce qu'on a eu le dialogue ici entre un biologiste, quelqu'un qui faisait des modèles mathématiques d'épidémiologie et quelqu'un qui travaillait pour la santé nationale, de savoir en cas d'épidémie comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on se passe l'information. Et on voyait déjà avec 3 spécialistes dans leur domaine que passer l'information des paramètres que le biologiste avait aux mathématiciens qui faisaient des modèles et ce qu'il en ressortait pour la personne qui devait prendre des décisions pour savoir quels étaient les comportements à suivre, en fait déjà là c'était difficile. Ils ne parlaient pas le même langage. Bien sûr, ils parlaient de la même chose, mais ils avaient des points de vue différents. Ils voyaient pas les mêmes faiblesses. Et ça, c'était important parce que ça montrait en fait quel était le rôle des mathématiques. Les mathématiques étaient un endroit, un engrenage dans cette chaîne-là. Et si on n'avait pas la connaissance finalement du point de vue de l'autre, on pouvait pas prendre ces décisions. Et il est clair que ça, vous avez expérimenté depuis 2 ans un petit peu la difficulté de faire ce genre de sport. Donc ça, c'était un cas particulier. On en a eu un certain nombre. Donc voilà pourquoi en fait on s'est lancé dans cette aventure. On a passé des bons moments avec Isabelle et toute son équipe. Et puis au niveau de l'Institut, c'est vrai que là, il a fallu, c'est plus le pourquoi, c'est le comment. Comment est-ce qu'on fait un ciné-club? Parce que il y avait un certain nombre de choses qu'on voulait. Donc tu nous as accueillis ici avec cette salle qui est merveilleuse, qui a été pleine à toutes les. Tu dois encore avoir des statistiques, toi. Qui a été pleine quasiment tout le temps. Voilà. Hein. Je vous avais dit, vous avez vu ce qui arrive quand... Non, c'est pas possible. Voilà. Alors 626, ça s'appelle l'effet Gravity, si je crois, c'est ça? Oui, les astronautes sont plus sexy que les mathématiciens. Voilà. Donc ça c'était une séance assez extraordinaire. Donc le film Gravity avec Roland Lehoucq, donc notre ami Roland Lehoucq, astrophysicien, et puis Jean-François Clairvoy, donc l'astronaute. Et là, je peux vous dire que voilà, c'était en 3D, il y avait les lunettes et il y a eu pénurie de lunettes. Hein. Donc voilà, donc vous voyez ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y avait une contrainte qui est la taille de la salle, donc en fait, c'est droit. Il y a eu des petites fluctuations, mais en gros, la salle était pleine tout le temps. Et ce qui changeait, c'était le taux de réservation. Alors Quentin s'est beaucoup amusé à me faire des théories sur quel est le pourcentage de surbooking qu'il fallait faire pour que la salle soit pleine sans que les gens soient déçus. Donc ça a été des grandes discussions.
Mais globalement, donc ça a été un moment où en fait on a échangé à chaque fois. Donc ça c'était la première chose. On a parlé beaucoup de ce ciné-club parce qu'en fait il y avait aussi un effet frustration. Il y a des gens qui pouvaient pas venir. Tu t'es posé la question de savoir comment faire tourner pour pas qu'il y ait des gens qui soient là à toutes les séances et que des gens ne puissent pas venir. Donc ça c'était la première chose. Ensuite on a insisté sur le fait que le ciné-club soit gratuit. Et ça il a fallu trouver une solution. Donc c'est vrai que à l'institut avec à l'époque c'était Marjorie et puis avec Michel Waro, il a fallu trouver des solutions. Ça n'a pas toujours été facile quand le monde du public et du privé doivent se parler sur des contrats, des factures, tout ça, c'est pas toujours aisé, mais on y est arrivé. Et puis après, comme c'était un moment d'échange et de rencontre, on a absolument voulu qu'il y ait un cocktail après. Donc c'était l'époque où on avait le droit de faire des cocktails, tout ça. Donc on avait toujours dans ce qui est maintenant devenu en train de devenir une nouvelle salle, la 3e salle de ton cinéma, on avait l'espace cocktail où en fait on pouvait discuter tous ensemble, les intervenants, des scientifiques qui étaient là, et puis le public. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'échanges. Et là, vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez ri ensemble, on a applaudi ensemble. Et c'est vrai que là, on l'avait un peu oublié depuis 2 ans, mais en fait, c'est ce que dans ce ciné-club, il y avait beaucoup de gens qui étaient des habitués. Il y avait un côté de communion en fait, et on vivait les films différemment que quand on les voyait tout seul. Donc ça, c'était un petit peu le comment, ce qui veut dire que ça a mis toutes les équipes de l'institut aussi au travail, parce que il a fallu faire la programmation, il a fallu faire de la communication, il a fallu gérer les problèmes techniques, il a fallu gérer l'accueil au départ, puisque c'était initialement du personnel de l'institut qui faisait l'accueil. Donc on a dû toujours. Non, il y a une époque où tu avais sous-traité, je comprends, une fois ou deux, tu avais fait un test. On a essayé de faire appel à des entreprises d'hôtes et hôtesses. Moi, je préférais des hôtes. Et on a trouvé que finalement c'était presque plus chaleureux que ce soit des gens de l'institut, qui d'ailleurs il y en a pas mal dans la salle et qu'on peut remercier, qui bénévolement viennent le soir vous accueillir. Voilà, donc ça a été vraiment une aventure collective de l'institut. Alors après, toi tu as eu des chiffres. Il y a une autre façon de voir le succès des choses, c'était aussi de se dire que ça a été le départ d'une série de ciné-clubs, puisqu'ensuite il y a Univers Divergent qui nous a rejoint, donc qui était géré par c'était François Tadei et rappelle-moi Jean-Michel Frodon. Et il y avait un jeune étudiant, Aurélien Payot, c'est ça. Donc il y a eu ce ciné-club. On a eu nos amis Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer aussi qui ont fait Présence extraterrestre à peu près en même temps. Donc tout ça c'était un peu des amis, donc les films s'échangeaient, on essayait de pas se marcher sur les pieds en termes de thématiques et de films, et puis parfois on intervenait dans les ciné-clubs des autres. On a fait des séances communes aussi. Et puis le ciné-club s'est exporté puisqu'il a été au Festival de Blois, il y a eu aussi au Festival de Florence où Quentin est venu depuis, ça fait 3 ans maintenant, c'est ça, 4 ans, 5 ans? Oh, le temps passe trop vite. Bon, depuis 5 ans, un festival d'astronomie. Donc on voit que ça a fait, en fait, ça a diffusé. Et puis il y a eu aussi des séances hors festival où assez régulièrement, on a eu la chance de pouvoir intervenir dans des avant-premières ou dans des films qui se faisaient, donc que tu sortais ici. Et ça, je pense que c'est bien, c'est-à-dire que voilà, ça a créé un espace de rencontre où les gens commencent à se connaître et on peut parler de science au même titre qu'on peut parler de culture, et on l'a vu sur un certain nombre de films. Il y a juste un point que t'as pas cité, c'est les intervenants. On est à plus de 100 intervenants, voilà. Et c'est aussi un énorme travail de la part de l'Institut, de les contacter, de les booker, de les faire venir. En plus, on essayait d'éviter le parisianisme et donc d'inviter des scientifiques qui sont de laboratoires qui sont en région, et donc c'est aussi un budget qu'il faut mettre. Et c'est vrai que je pense que ça contribue vraiment à la richesse du ciné-club d'avoir ces scientifiques-là qui sont j'ai envie de dire des vrais scientifiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des journalistes, on n'est pas sur des médiateurs, mais on est sur des scientifiques on les a pris dans le labo et on les a posés là. Et voilà. Ils étaient presque aussi surpris d'être là que vous de les voir, quoi. Voilà, exactement. Donc on a pris beaucoup de plaisir, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a duré. Ensuite, ça a continué, vous avez fait évoluer, parce que d'ailleurs l'affiche a changé, le format a un petit peu changé, puisque vous avez eu l'équation. À notre époque, il n'y avait pas l'équation. Il y avait Anaïs aussi qui venait présenter une série de livres sur le thème du film. Et donc vous voyez, on a eu voilà. Et la fois où je vais vous dire le jour où j'ai compris que c'était un véritable succès, c'est une fois j'ai été convoqué au CNRS pour m'expliquer que le logo du CNRS n'était pas assez gros et qu'on n'utilisait pas la police officielle du CNRS. C'est pas vrai ça? Si, c'est vrai. Donc ça, pour moi, ça a été le marqueur comme quoi c'est un vrai succès. C'est-à-dire, voilà.
Pour finir, aujourd'hui, je t'avais trouvé le ticket de Au-delà de l'infini qu'on avait imprimé. Au-delà de l'infini. Voilà. Ça, c'est les premières photos que j'avais prises. Voilà, on voit Cédric que c'était pour la séance Codebreaker. Et comme il fallait convaincre pour la suite du ciné-club et que ce sont un institut de maths, il leur faut des chiffres, hein, c'est pas que moi. Et alors, j'avais sorti ce petit tableau des 3 séances et tu vois, j'avais noté taux remarquable de remplissage de la salle par rapport à sa capacité 99,3. Alors là, ils ont dit, c'est bon, on continue. Ah non, c'est pour ça que les conseils d'administration se passaient aussi bien avec un travail comme ça. Bon voilà, juste pour finir, donc ça a été un moment extraordinaire. Donc je remercie aussi tout le Grand Action parce que c'est devenu aussi une histoire d'amitié qui a dépassé le ciné-club entre l'institut, le cinéma et puis en fait d'autres acteurs qui gravitent autour de nous. Et puis, vous avez vu, aujourd'hui, c'était un film sur les météorites. Alors, Brigitte et Sylvain, qui sont quand même des amis, savent à quel point les météorites sont quelque chose d'important aussi dans ma vie pour d'autres raisons. Et avec Sylvain, on a cette habitude, avec aussi Brigitte régulièrement qui vient avec nous, d'aller voir des enfants dans les hôpitaux et puis de leur parler d'astronomie, d'essayer de les aider à s'évader et de leur remettre une petite météorite, donc pour qu'ils puissent garder en fait ce morceau de l'espace. Et aujourd'hui, alors vous savez, on a eu ces 2 ans qui se sont un petit peu, qui ont été un petit peu difficiles, et il se trouve que il y a pas mal dans les équipes, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a ceux qui sont partis vers d'autres instituts, il y a ceux qui vont quitter l'institut pour aller vers d'autres horizons. Et il y a eu aussi des départs en retraite. Alors c'est vrai que c'était des gens avec qui j'avais beaucoup travaillé sur plein de projets, en particulier le bâtiment. Et c'est vrai, il n'y a pas eu la possibilité vraiment de dire voilà, bon départ en retraite. Et quand il y a eu l'occasion, j'ai dit à Brigitte, faut absolument venir. Alors, je veux pas venir. J'ai dit, Brigitte, vous venez. Et moi, ce que je voulais offrir à Brigitte pour son départ en retraite, c'était une petite, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Une petite météorite donc qui est tombée du ciel, comme ça, là, pour lui dire, voilà, que, pour son départ en retraite. Et ces étoiles filantes, ces météorites, ces astéroïdes sont extraordinaires parce que le seul moment où il y a une lumière, c'est le moment où ils traversent l'atmosphère. Ce sont des étoiles filantes. Il faut pas oublier que nous aussi, comme je disais tout à l'heure, on passe dans la fonction, on est un peu dans la lumière pendant quelques années, et ensuite on retourne dans l'ombre. Alors on a erré pendant très longtemps dans les tréfonds du cosmos, comme disait Herzog, ou au fond du cratère avec Sylvain, mais ça se raconte pas trop. Et ensuite, voilà. Mais il y a un moment où il y a cette visibilité, ces petites étoiles filantes, elles nous rappellent ça. Et ce qui est important, c'est de regarder ces étoiles filantes au moment où elles arrivent, parce que tout ce film, c'était aussi sur cette émotion que l'on a en regardant la nature. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit toujours regarder. On parlait de curiosité. Curiosité, ce soin qu'on porte aux petites choses, les plus petites choses qui sont révélateurs, finalement, des grandes choses qui sont cachées derrière. Et que si on peut continuer à regarder, que ce soit à travers le cinéma, un microscope ou un télescope, il y a peut-être un espoir. Donc je vais clore, je ne vais pas clôturer, parce que comme j'ai dit que c'était sans barrière ce festival, je ne peux pas clôturer, je vais clore. Et j'aime bien clore parce que Isabelle, ça me passe. Clore, ça va donner éclore. Et tu sais qu'il y a dans la salle beaucoup de gens nos amis du Festival de Florence et tout ça, où Quentin maintenant fait un ciné-club. Et puis j'ai parlé avec Jean-Baptiste, j'ai parlé avec Roland, tout ça. Beaucoup auraient envie de recréer autre chose ici. Et j'aimerais qu'on en parle ensemble un de ces jours pour se dire qu'est-ce qu'on peut réinventer de nouveau avec tous ces amis de paléontologie, de géologie, d'astrophysique, de mathématiques, d'un peu d'ailleurs, pour pouvoir continuer à croiser les disciplines, croiser les regards. Oui, merci. Voilà. Merci d'être venu. Tu veux parler? Merci Jean-Philippe. On va donner le mot de la fin à Sylvie. Je voulais juste commenter, en fait, ce qui est magnifique dans ces chiffres qu'on a montrés, même s'ils sont marrants. Mais il y a un truc important qu'on a bien compris dans le discours de Jean-Philippe, c'est que ce ciné-club a pu continuer parce que vous étiez là et parce que la salle était pleine. Ça n'aurait pas été le cas, ça n'aurait pas été possible de trouver le financement. Donc moi, j'ai envie de remercier l'Institut Henri Poincaré et vous. Applaudissez-vous. Bon, merci Jean-Philippe de me laisser dire encore quelques mots. Voilà, c'est vrai que tu as clos en nous faisant rêver, comme tu sais très bien le faire, cette série. Je voudrais à nouveau dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec Quentin et à lui souhaiter bon vent pour la suite. Merci aussi à toutes les personnes de l'équipe de l'EHP qui sont là.
Je pense que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce ciné-club. On va voir ce qu'on va faire. Ne nous oubliez pas, l'Institut Henri Poincaré est toujours là. La Maison Poincaré devrait ouvrir en 2022, 2023, début 2023 au plus tard. Et nous avons besoin de public et de soutien aussi. Il y a eu, Jean-Philippe a raconté les péripéties pour trouver des financements, mais les péripéties continuent toujours. Nous avons un fonds de dotation qui a besoin de mécènes pour accompagner les projets de l'IHP. Donc Quentin, merci beaucoup. Bravo pour tout ce que tu as fait à l'Institut et puis bon vent.